En tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait visiter 4 pays du continent africain, un voyage axé sur l'économie et la sécurité. Il a tout d'abord commencé par le Cap-Vert, ensuite s'en suivra la Côte d'Ivoire et le Nigeria pour boucler avec l'Angola où la situation sécuritaire en RDC sera au centre. Et à l'international, le Sénégal enregistre entre la période allant de 2014 à 2023 une croissance moyenne annuelle de 5,3% contre 3,2% sur la période de 2004 à 2013. Cette croissance est les résultats d'importants investissements dans les infrastructures stratégiques et à une gestion prudente des dépenses publiques. Bonsoir à tous, vous êtes bel et bien branchés aux antennes de Géopolis Télévision et vous suivez la grande édition du journal télévisé. Commençons ce journal avec une note diplomatique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame une 4e tournée africaine qui est orientée sur l'économie et la sécurité notamment. Pendant une semaine, Anthony Blinken devrait visiter 4 pays du continent. Le secrétaire d'État commence son périple africain par le Cap-Vert. Il devra ensuite atterrir en Côte d'Ivoire, puis au Nigeria, avant de finir par l'Angola où il sera aussi question de la sécurité en RDC et des questions économiques qui touchent à la fois Kinshasa, Luanda, mais aussi Washington. Patrick Ilunga nous en dit plus. L'agenda d'Anthony Blinken prévoit un travail particulier axé sur la sécurité et l'économie, alors que la Chine, la Russie et la Turquie gagnent du terrain dans plusieurs pays africains. Ces pays émergents contrebalancent l'influence occidentale en Afrique. Lors de son étape de Luanda, le secrétaire d'État devrait aborder entre autres la question de la sécurité en République démocratique du Congo. Le président angolais João Lourenço est le facilitateur des pourparlers de paix entre la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, bien que le processus de Luanda qu'il conduit semble au point mort, João Lourenço pourrait influer sur la brouille entre Kigali et Kinshasa, vu son influence dans la région. Anthony Blinken rencontrera le chef de l'État angolais une semaine après avoir rencontré le président rwandais Paul Kagame en marge du Forum économique mondial de Davos. Le diplomate devrait aussi aborder la question sur le projet d'infrastructure couloir Lobito avec des autorités angolaises. Ce projet, signé entre la RDC, la Zambie et l'Angola, bénéficie d'un grand soutien des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de la nouvelle ligne ferroviaire reliant la Zambie, l'Angola et la RDC et pour laquelle les États-Unis d'Amérique s'investissent en vue de développer les échanges commerciaux. Prenons cette information en bref au cours d'un entretien qu'il a eu aujourd'hui avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a félicité le chef de l'État pour sa réélection en tête de la République démocratique du Congo et il a aussi appelé à répondre aux préoccupations soulevées par les missions d'observation électorale afin de renforcer la confiance dans le processus démocratique futur. La crise sécuritaire à l'est de la RDC était aussi au centre de leur conversation. Le Malawi et la RDC veulent renforcer leur coopération bilatérale et ce dans plusieurs domaines, dont celui de la défense. C'est le ministre de tutelle de ce pays qui l'a dit après avoir rencontré le vice-premier ministre congolais de la Défense Jean-Pierre Bemba, soulignant que le Malawi est aussi présent en RDC avec la mission de la SADC. Suivez Harry Lekandjala après son échange avec le VPM. My visit to this beautiful country, DRC, is as a result of my president. Est lié à l'arrivée également de son Excellence Lazarus Chikwera, qui est le président de la République du Malawi. Donc, qui vient assister à la prestation de serment du président réélu, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC est un membre de la SADC. Nous devons nous soutenir mutuellement. À part la SADC, la RDC ainsi que le Malawi ont de très bonnes relations cordiales. Mon président ainsi que votre président, ils travaillent cordialement et ils font en sorte que les relations restent le meilleur.
Et quand nous avons des problèmes au Malawi, la RDC nous vient en aide et nous soutient. Également, vous savez que nous avons des troupes qui combattent ici en République démocratique du Congo pour s'assurer que les rêves de la restauration de la paix puissent être une réalité dans ce beau pays. Nous félicitons le peuple de la RDC pour les élections qui ont été ouvertes à tout le monde. Nous avons parlé de plusieurs aspects de la coopération entre la RDC et la République du Malawi dans le sens du commerce et également de la défense. Et pour l'instant, je peux confirmer que le problème de la RDC sont également les problèmes du Malawi et vice-versa. Thank you. Changeons de chapitre pour parler de la publication des résultats aux législatives provinciales. 688, c'est le nombre de candidats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante sur 780 députés provinciaux qui doivent siéger au sein des 26 assemblées provinciales que compte la RDC. La CENI a annoncé un chiffre de 17 960 910 des suffrages valablement exprimés au niveau national, avec le seuil légal de représentativité de 3% dans chaque province. Patience Lokeke. La Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit de dimanche à ce lundi 22 janvier les noms des 688 personnes élues provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus pour l'ensemble de la RDC. La CENI avance un chiffre de 17 960 910 des suffrages valablement exprimés au niveau national, avec un taux du seuil légal de la représentativité de 3% dans chaque province. La ville-province de Kinshasa a plus de députés provinciaux, soit plus de 40 en raison de son grand nombre d'électeurs. Cependant, quelques circonscriptions ne sont pas concernées par cette publication. En effet, selon la décision de la centrale électorale, les résultats des députés provinciaux des circonscriptions de Boudjala dans le sud, Ubangi, Bomongo et Makanza dans l'Équateur n'ont pas été publiés pour raison d'enquête sur les dysfonctionnements y observés le jour de vote. À ces trois circonscriptions s'ajoutent celles de Massimani-Mba au Kwilu et Yokoma au nord Ubangi, où les scrutins ont été annulés par la CENI pour fraude, mais aussi les territoires de Massissi et Rutshuru au nord Kivu, où les élections n'ont pas été organisées à cause de l'insécurité. Près de 40 000 candidats avaient postulé aux législatives provinciales. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a appelé ce même lundi tous les candidats qui contestent les résultats à saisir le cours des tribunaux, signalant que la CENI va publier ce lundi les résultats provisoires des élections municipales. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a prononcé ses premiers mots après la cérémonie d'investiture le samedi 20 janvier dernier à Kinshasa. Profitant de l'occasion ainsi offerte, le président réélu pour un second mandat a annoncé la renégociation du contrat du siècle conclu avec un groupe d'entreprises chinoises pour un montant global de 7 milliards de dollars américains, résultat de la vigilance de l'inspection générale des finances. Des plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Les contrats léonais négociés entre Kinshasa et un groupement d'entreprises chinois, il y a de cela presque 18 ans, fut l'une des erreurs à ne plus commettre dans le futur, mais tout de même corrigeable. Profitant de l'occasion ainsi offerte, le président réélu a annoncé les conclusions de la renégociation du contrat du siècle, conclu avec un groupe d'entreprises chinois pour un montant global de 7 milliards de dollars américains, résultat de la vigilance tous azimuts de l'inspection générale des finances. Ces montants, selon Félix Tshisekedi, sera affecté à la reconstruction des infrastructures, dont les routes d'intérêt national. À ces engagements s'ajoute l'épineuse question
du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine de fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINE et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes, trois défis qui constitueront les trois initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Ces 7 milliards de dollars américains seront affectés à la reconstruction des infrastructures diverses, dont les routes pour désenclaver les pays. Un premier décaissement de 300 millions de dollars est prévu à la fin de ces mois de janvier 2024 et 400 autres millions en avril 2024. Qui vivra verra. Et dans la province du Kasaï, un train à marchandises en provenance du territoire d'Ilebo s'est renversé dans un ravin à Demba, dans la commune rurale de Benaleka, à plus de 60 km de Kananga. Cet accident a causé des blessures au conducteur de cet engin. Francine Moukeba nous en dit plus. Selon les sources sur place, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Seulement, les marchandises transportées sont renversées dans le dit ravin. Et le même source de préciser que ces trains ne transportaient que le bien. Le machiniste seul qui conduisait en est sorti grièvement blessé et est transféré dans une structure sanitaire pour les soins appropriés. C'est un deuxième cas qui vient créer un calvaire sur le plan alimentaire à Kananga, après l'engloutissement de routes des dessertes agricoles par le ravin. Destruction de ponts, c'est maintenant le chemin de fer qui est emporté. Ce ravin avait été maîtrisé pour la première fois grâce aux travaux exécutés par le gouvernement provincial du Kasaï central en collaboration avec la SNCC, permettant le passage libre du train. La situation s'est encore empirée avec la pluie qui s'est abattue le 26 décembre 2023. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont tenu tête aux lions de l'Atlas du Maroc sur la marque de 1-but-partout ce dimanche 21 janvier 2024 au stade de Laurent Pokou de San Pedro en match comptant pour la deuxième journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour les joueurs congolais, les regards sont maintenant tournés vers la troisième journée où ils tenteront de se qualifier face aux Taïfas de la Tanzanie le mercredi 24 janvier. Blaise Kouzola. C'est un gros défi pour la République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo se sont séparés en bons amis avec le lion de l'Atlas du Maroc, 1-but-partout ce dimanche 21 janvier 2024 au stade Laurent Pokou de San Pedro dans le cadre de la deuxième journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les buteurs sont donc Achraf Hakimi pour le compte du Maroc à la 6e minute et Silas Katompa à la 78e minute. Rappelons également que Cédric Bakambu a raté un penalty du côté de la RDC en première période. À l'issue de la rencontre, quelques joueurs congolais ont réagi. Satisfait de tous les deux côtés parce que il y avait encore un bon match. On peut encore gagner, mais voilà, il reste un match et maintenant on doit regarder en avant et voir ce match et tout donner. C'est dommage parce qu'on a eu des situations pour pouvoir remporter ce match. On avait à cœur de faire un bon match contre cette belle équipe et je pense qu'on a respecté le plan de jeu. C'est dommage qu'on ait commencé avec le match avec 5 minutes de retard. Mais bon, je suis fier de l'équipe. C'était pas simple sous la chaleur là, à 14h. Mais bon, on repart avec un bon point. Maintenant, il faudra tout donner sur le dernier. On a préparé un match très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend le 24. En conférence de presse d'après-match, Sébastien Desabre s'est félicité du travail abattu. Satisfaction d'avoir pu tenir tête à la meilleure équipe d'Afrique. Ça, c'est déjà un premier sentiment. Sentiment un peu de regret par rapport au but qu'on prend tôt dans la rencontre. Et voilà.
Après, forcément, je suis très fier de mes joueurs, de la débauche d'énergie qu'ils ont mis, mais surtout de la qualité dans laquelle ils ont répondu après ce but très tôt. La RDC reste à la deuxième place du groupe F avec 2 points, juste derrière le Maroc qui en compte 4 et devant la Zambie qui compte 2 points également après son match nul de 1 but partout face à la Tanzanie. Les Fauves congolais devront battre les Taifa Stars le mercredi 24 janvier prochain afin d'arracher les tickets qualificatifs pour le 8e de finale. La rencontre est prévue à 21h heure de Kinshasa. Sur ce score de 1 but partout, très belle rencontre. La RDC a tenu le choc. Et puis les Léopards Handball Messieurs connaissent leur adversaire pour le quart de finale de la CAN Handball Messieurs de la spécialité Égypte 2024. Les Fauves congolais joueront contre les Phénix algériens ce mardi 23 janvier pour une place en demi-finale. Toujours avec Blaise Kouzoula. Les Léopards Handball seniors messieurs de la RDC affronteront le Fennec d'Algérie en quart de finale de la 26e édition de la CAN Senior Hommes Égypte 2024 qui se déroule présentement dans la capitale égyptienne, Le Caire. Terminé à la deuxième place du groupe A après la défaite 22-29 contre le Cap-Vert lors de la 3e et dernière rencontre de la phase de groupe le dimanche 21 janvier 2024, la République démocratique du Congo affrontera en quart de finale l'Algérie qui a terminé premier du groupe C après sa victoire 30-23 contre le Maroc. Voici par ailleurs les combinaisons de rencontres de quart de finale prévues le mardi 23 janvier 2024. Cap-Vert Maroc, Algérie RDC, Égypte Angola et Tunisie Guinée. Pour rappel, les 5 premières équipes vont se qualifier pour la 29e édition pour la Coupe du Monde Croatie-Danemark-Norvège 2025, tandis que le champion aura un billet pour les Jeux Olympiques Paris 2024 et ce dauphin jouera les barrages pour essayer d'obtenir un autre billet qualificatif pour les JO Zone Afrique. L'actualité, c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo, place à la page internationale. Au Sénégal, le plan émergent stratégie décennale 2014-2023 adopté par le gouvernement pour l'émergence du pays à l'horizon 2025 a permis au Sénégal de s'inscrire durablement sur une trajectoire de croissance économique avancée. Entre 2014 et 2023, le pays a enregistré une croissance moyenne annuelle de 5,3% contre 3,2% sur la période 2004-2013, une croissance rendue possible grâce à d'importants investissements dans les infrastructures stratégiques et à une gestion prudente des dépenses publiques. Par ailleurs, le budget de l'État est passé de 2 344 milliards de francs CFA en 2012 à 7 003 milliards de francs CFA pour 2024. L'économie sénégalaise a connu une croissance moyenne annuelle de 5,3% entre 2014 et 2023, contre 3,2% sur la période 2004-2013, selon les données du ministère de l'économie rendues publiques le 19 janvier 2024. Une progression attribuée au développement dans divers secteurs dans le cadre du plan Sénégal émergent PSE, notamment les investissements massifs dans les infrastructures stratégiques et une meilleure gestion des dépenses publiques marquée par la rationalisation des dépenses de fonctionnement et l'augmentation des investissements publics. Le président Macky Sall a aussi réduit les dépenses de l'État. Par exemple, au niveau de l'équipement en voiture, aujourd'hui, l'administration n'a plus à acheter de voitures et même mieux, le président demande à ce que cette administration se tourne vers des sociétés de location de voitures si elles ont besoin de se déplacer. Ainsi, non seulement elle permet de faire des économies et le président Macky Sall, en prenant cette décision-là, aide le secteur de la location à se développer, donc à créer de la richesse et à créer de l'emploi. Le plan Sénégal émergent, stratégie décennale 2014-2023, adopté par le gouvernement pour l'émergence du pays à l'horizon 2035 et en vue de parvenir à un taux de croissance annuel dépassant les 7%, a permis au Sénégal de s'inscrire durablement sur une trajectoire de croissance économique avancée.
Les exportations par tête du pays sont passées de 150 000 francs CFA en 2014 à près de 300 000 francs CFA en 2023. Les exportations de produits horticoles ont également progressé, passant de 44,8 milliards de francs CFA en 2015 à 146,1 milliards de francs CFA en 2022, avec une production record de céréales de 3 663 690 tonnes en 2022, indiquent les données du ministère. Ces progrès ont permis au Sénégal de remplir les critères de sortie de la catégorie des pays les moins avancés lors de 2 évaluations triennales des Nations Unies en 2018 et en 2021 portant sur le revenu national brut et l'indice de capital humain. Si cette tendance se maintient, le Sénégal a de fortes chances d'être reclassé en mars 2024. Les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès aux services sociaux, de la lutte contre la pauvreté et des inégalités ont eux aussi connu des avancées significatives. Entre 2014 et 2022, le taux de scolarisation au cycle secondaire a augmenté de 3,3 points de pourcentage pour atteindre 33,7%, tandis que la couverture maladie universelle est passée de 20% en 2012 à 53,2% en 2022. Avec la mise en œuvre de la 3e phase du PSE sur la période 2024-2020. Et le gouvernement centrafricain a signé à Bangui le 19 janvier un accord d'investissement avec un consortium d'investisseurs émiratis. L'accord porte sur la construction du nouvel aéroport international de Bangui sur financement des Émirats arabes unis avec une provision d'investissement de 200 millions de dollars américains. La construction du nouvel aéroport international centrafricain devrait s'étendre sur une période de 2 ans. Le 19 janvier 2024 a été signé un accord d'investissement portant sur la construction du nouvel aéroport international de Bangui entre les autorités centrafricaines et un consortium d'investisseurs émiratis. Financé à 100% par les investisseurs émiratis, en mode financement, construction, opération et transfert à l'État, le nouvel aéroport international de Bangui sera construit sur un terrain d'une superficie de 300 hectares. Actuellement, le pays d'Afrique centrale dispose d'un principal aéroport international à Bangui, Mponko, construit entre 1964 et 1967. Donc, un tel accord va permettre de désenclaver ce pays d'Afrique centrale qui, pendant longtemps, comptait sur son voisin camerounais en termes d'importation ou en termes d'exportation pour pouvoir écouler ses biens et services. La construction d'une telle infrastructure aéroportuaire va permettre alors de renforcer l'axe Bangui et Dubaï. Avec une provision d'investissement de 200 millions de dollars américains, la construction du nouvel aéroport international centrafricain devra s'étendre sur une période de 2 ans. Outre la construction de cet aéroport, plus de 120 milliards de francs CFA seront également mis à disposition pour livrer 6 pistes, un terminal passager, un autre pour le fret, des entrepôts de stockage, des immeubles de bureaux et d'administration, un centre commercial et des hôtels 5 étoiles. En Afrique centrale, en dehors du Cameroun et le Gabon, et peut-être la Guinée équatoriale, la Centrafrique n'a jamais été considérée comme étant un terrain privilégié et stratégique en dehors de ses ressources minières en tant que tel. De tels investissements aujourd'hui pourront accélérer les programmes de développement dans ce pays d'Afrique centrale. À travers ce projet, les autorités centrafricaines voient un moyen de désenclavement du pays et le début de grands projets d'infrastructure. Toutefois, plusieurs acteurs politiques et économiques centrafricains rappellent les promesses non réalisées comme l'installation du siège africain des BRICS à Bangui ou encore les travaux d'aménagement de l'île des Singes, dont une partie avait été cédée au Qatar en 2009. L'actualité se poursuit dans ce journal. Place à présent à la revue de presse. La revue de presse de ce 22 janvier 2024 avec Blest Kouzola. Bonsoir Blest. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Alors, Félix Tshisekedi s'engage sur 6 points clés à son investiture.
En effet, Damani Mujinga, c'est l'avenir qui titre ce matin. À l'occasion de son investiture, Félix Tshisekedi, vision déclinée en 6 engagements. C'est le stade de martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique qui a été choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter la cérémonie solennelle d'investiture de Félix Tshisekedi en qualité de président de la République. Et ce, sous un soleil de plomb en présence de 17 présidents de la République, 3 présidents honoraires de la République, des représentants de chefs d'État et de gouvernement, des responsables des institutions congolaises et de la population congolaise. En sa qualité de garant de la cohésion nationale, Tshisekedi a promis d'exhorter le Parlement d'assurer l'effectivité du rôle du porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Pour ces nouveaux quinquennats, il s'est fixé 6 objectifs qui consistent à créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui de jeunes, d'assurer la sécurité de notre population, de notre territoire, de nos biens, ainsi que la préservation de nos intérêts, notamment. Blaise Kozola, la CENI a rendu publique la liste des députés provinciaux élus. En effet, Damani Mujinga, c'est Forum des As qui les titre ce matin. Voici le député provinciaux élu de Kinshasa, du Congo central et du Grand Bandundu. C'est référent à la liste qu'a publiée la CENI ce matin. La Commission électorale nationale indépendante a publié aux premières heures de ce lundi 22 janvier courant le liste de députés provinciaux de Kinshasa, du Congo central et du Grand Bandundu, c'est-à-dire Kwilu, Kwango, Maindombe, tout en sachant que les autres provinces vont suivre. À Kinshasa, par exemple, on remarque plusieurs têtes qui font leur entrée dans l'Assemblée provinciale alors que d'autres n'ont pas eu la chance de rempiler. Selon le résultat provisoire de la centrale électorale qui a été publié dans la nuit du du dimanche à lundi, selon cette liste, dans le seuil de représentativité pour Kinshasa, selon le président de la CENI, Denis Kadima, seuls 8 partis et regroupements politiques l'ont atteint. Il s'agit entre autres de l'UDPS Tshisekedi, de l'ACP Allié, AFDCA, MLC, 4AC, LP, AND et AACPG. La CENI dit qu'elle va continuer avec la publication pour les autres provinces de listes, bien évidemment, puisque la proclamation des résultats avait déjà été faite depuis hier. Et enfin, Blaise Kozola, RDC contre Maroc, des propos racistes envers Chancel Mbemba. C'est l'actualité en tout cas depuis hier et aujourd'hui on en parle encore, et Géopolis Hebdo en a parlé dans son journal de ce lundi. Altercation RDC Maroc, c'est qui s'est réellement passé. Après le nul entre le Maroc et la République démocratique du Congo pour le compte de la deuxième journée de poule du groupe F de la CAN 2023, soldée sur la marque d'un but partout, une explication virulente a eu lieu entre le défenseur de l'Olympique de Marseille et capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, avec le coach marocain Walid Regragui. Et alors qu'une bagarre générale a éclaté sur le terrain entre les deux camps, Mbemba a été ciblé sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, par plusieurs insultes racistes à son encontre. Le capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo s'est exprimé sur le scarmouche qu'il a opposé au sélectionneur marocain juste après le match que la RDC a livré face au Maroc, déroulé donc ce dimanche 21 janvier 2024 au stade Laurent Pokou de San Pedro, comptant pour la deuxième journée de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Devant la presse réunie en zone mixte, Chancel Mbemba affirme avoir été insulté par le sélectionneur de Lion de l'Atlas du Maroc juste après le coup de sifflet final. Je paraphrase.
La justice de Dieu existe, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde et le respect est réciproque. J'ai des vidéos sur le propos tenu par les coachs, mais je n'ai pas besoin de les balancer, a-t-il déclaré, et en poursuivant en disant que le plus important est que je garde silence. Je priais mon Dieu, j'étais étonné d'entendre ces mots sortir de la bouche de l'entraîneur Waïd, que personnellement je respecte beaucoup. Lui-même aura le courage de le dire en public. Et de son côté, Waïd Regragui avait dit qu'il n'avait rien à dire à ces sujets. J'ai beaucoup de respect pour Mbemba. C'est peut-être l'adrénaline qui l'a fait réagir comme ça. Il n'y a pas de problème. On signale également que Chancel avait été agressé par le joueur marocain qui l'ont poursuivi jusqu'au vestiaire. Pour l'instant, la CAF, la commission des disciplines et la Confédération africaine de football n'a pas encore fait une annonce particulière, mais on doit dire que ce dossier est bien loin d'être terminé. C'était tout pour ce soir. Merci à vous, Blaise Kouzola. Merci Damel Moujinga. Fin de cette revue de presse. Mais avant, je vais vous rappeler les différents titres. En tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait visiter 4 pays du continent africain. Un voyage axé sur l'économie et la sécurité. Il a tout d'abord commencé par le Cap-Vert. Ensuite, s'en suivra la Côte d'Ivoire et le Nigeria pour boucler avec l'Angola, où la situation sécuritaire en RDC sera au centre. Et puis au Sénégal, le Sénégal enregistre entre la période allant de 2014 à 2023 une croissance moyenne annuelle de 5,3% contre 3,2% sur la période 2004-2013. Cette croissance est les résultats d'importants investissements dans les infrastructures stratégiques et à une gestion prudente des dépenses publiques. C'était tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis.